En Europe, beaucoup de pays ont avancé comme on répare un navire en pleine mer, planche après planche, sans jamais le démonter entièrement. La France, elle, a souvent choisi une autre méthode. Quand la coque craque, elle ne rafistole pas seulement. Elle change le plan du navire. Elle rebaptise le régime. Elle réécrit les règles du jeu. C'est là que sa trajectoire devient unique. Non pas parce que les Français seraient le plus passionnés ou plus instables par nature, mais parce que l'histoire a fabriqué, au fil des siècles, une mécanique politique très particulière. Une mécanique qui fait alterner des moments de volonté d'unité, presque verticale, et des moments où la contestation redevient une force structurante, presque institutionnelle. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi, en France, la crise ne se résout pas toujours par de petites retouches, mais par des basculements plus profonds. On va suivre le fil d'une longue tension entre trois exigences qui se heurtent sans cesse. L'ordre, pour tenir un pays. La souveraineté populaire, pour légitimer le pouvoir. Et l'universel républicain, pour fabriquer des citoyens plutôt que des communautés. Et surtout, on verra comment cette combinaison a produit une trajectoire différente de celle de ses voisins. Plus heurtée, oui. Mais aussi extraordinairement créatrice de formes politiques nouvelles, parfois admirées, parfois redoutées. Pour comprendre ce qui rend la trajectoire politique française si singulière en Europe, il faut d'abord poser le décor long. La France n'a pas seulement connu des alternances de gouvernement. Elle a connu des changements répétés de régime, de constitution, et même de définition du pouvoir légitime. À l'échelle européenne, beaucoup d'États ont stabilisé leurs règles du jeu par une évolution graduelle. Des réformes successives. Des compromis parlementaires. Des ajustements institutionnels sans rupture totale. La France, elle, entre dans l'époque contemporaine avec un événement fondateur qui reconfigure tout. La Révolution de 1789 n'est pas seulement une crise politique. C'est une refondation de la souveraineté, avec l'idée que la source du pouvoir ne peut plus être la tradition dynastique, mais la nation. À partir de là, un problème central s'installe, et il ne va plus quitter la vie politique française. Comment faire tenir ensemble l'autorité de l'État, la représentation de la volonté populaire, et une exigence d'unité nationale très forte. Car la France ne se pense pas seulement comme un territoire à administrer. Elle se pense comme un projet collectif à incarner. Cette tension produit un rythme particulier. Quand le cadre semble fonctionner, la France peut bâtir des périodes de stabilité relativement longues. Mais quand la confiance s'effondre, la crise devient vite une crise de régime, pas seulement une crise de majorité. C'est pour cela que, sur 2 siècles, la France a empilé des formes politiques très différentes. Monarchie constitutionnelle et restauration. Empire et république. Régime parlementaire faible et moment de pouvoir exécutif très concentré. Dans cette vidéo, on ne va pas raconter une liste d'événements. On va suivre une logique. Une mécanique historique où la France cherche sans cesse un équilibre entre l'efficacité du pouvoir, la légitimité démocratique et une certaine idée de l'universel républicain. La première cause profonde, c'est une obsession française pour l'unité. Une unité politique. Une unité juridique. Une unité symbolique. En France, l'État n'a pas seulement été conçu comme un arbitre. Il a été conçu comme le garant d'un récit commun. Un centre qui tient la périphérie. Une colonne vertébrale qui empêche le pays de se fragmenter. Cette obsession n'est pas sortie de nulle part. Elle vient d'une histoire où l'autorité s'est construite contre les forces de dispersion. Les guerres civiles religieuses. Les révoltes locales. Les fractures entre provinces, villes, campagnes. Et, plus tard, la peur permanente de voir la nation se disloquer à nouveau. La deuxième cause, c'est une conception particulière de la souveraineté populaire. En France, le peuple n'est pas seulement un ensemble d'électeurs. Il est un principe sacré de légitimité. Une source morale du pouvoir. Le problème, c'est que cette souveraineté est difficile à canaliser durablement. Parce qu'elle peut s'exprimer dans les urnes. Mais elle peut aussi se réactiver dans la rue. Et, dans l'imaginaire français, la rue peut parfois apparaître comme un rappel brutal de la nation à elle-même. La troisième cause, c'est l'universel républicain. L'idée que la République doit fabriquer des citoyens abstraits, égaux, interchangeables devant la loi. Pas des appartenances à gérer. Pas des communes. Elle crée un langage politique simple et tranchant.
Elle permet de dire nous sans négocier en permanence les identités. Mais elle produit aussi une tension constante avec le réel. Parce que la société n'est jamais parfaitement abstraite. Elle est faite de classes, de territoires, de mémoire, de différences visibles et invisibles. À ces trois causes s'ajoute une quatrième, plus technique, mais décisive. La France a longtemps expérimenté des architectures institutionnelles instables. Parfois trop parlementaires pour décider vite. Parfois trop exécutives pour être acceptées sans méfiance. Et chaque bascule laisse une cicatrice. Une méfiance envers l'Assemblée quand elle paraît impuissante. Une méfiance envers l'homme fort quand il paraît trop puissant. C'est là que naît le rythme unique. Dès qu'un régime paraît faible, la demande d'ordre remonte. Dès que l'ordre paraît trop vertical, la contestation remonte. Et la France se retrouve à chercher, encore et encore, une formule qui le tienne. Vous commencez à voir la mécanique. Ce n'est pas une ligne droite. C'est une tension permanente entre unité, souveraineté, universelle, et efficacité. Et quand cette tension dépasse un seuil, la France ne change pas seulement de politique. Elle change parfois de cadre. Le point de départ, c'est un choc qui n'a pas d'équivalent exact, au même degré, dans beaucoup de trajectoires européennes. 1789 n'est pas seulement un changement de dynastie ou de majorité. C'est une rupture de source. On ne discute plus seulement de qui gouverne. On discute de d'où vient le droit de gouverner. Avant, l'autorité s'enracine dans la continuité. La couronne, la tradition, le sacré, la hiérarchie. Après, l'autorité doit se justifier par un principe nouveau, radical, presque explosif. La nation est souveraine. Le pouvoir devient une délégation, pas une possession. Mais cette idée, aussi puissante soit-elle, ouvre une faille. Parce que si la souveraineté appartient au peuple, alors chaque crise politique peut devenir une crise de légitimité. On ne dit pas seulement le gouvernement se trompe. On peut dire le régime trahit. Et, en France, ce glissement est fréquent. La révolution enclenche alors une série d'expériences politiques à haute intensité. On cherche un équilibre entre représentation et efficacité. Entre liberté et ordre. Entre droits individuels et cohésion collective. Et très vite, la France découvre un paradoxe qui va la hanter. Pour protéger la révolution, on renforce l'État. Pour protéger la liberté, on concentre le pouvoir. Et plus on concentre, plus la peur de la tyrannie réapparaît. C'est là que se met en place le réflexe français. Quand le pays a le sentiment d'être au bord du désordre, il accepte plus facilement un pouvoir plus vertical. Au nom du salut public ou de la stabilité. Mais dès que ce pouvoir vertical paraît s'installer comme une norme, la méfiance revient, parfois avec violence. C'est aussi à ce moment que naît une spécificité française. Le politique devient un espace de principe, pas seulement d'intérêt. On ne se bat pas seulement pour un impôt ou une réforme. On se bat pour une idée de la France. Pour une définition du peuple. Pour une conception de la République. Et cette intensité idéologique produit un effet durable. Dans d'autres pays, une crise peut se régler par un compromis discret. En France, une crise peut prendre la forme d'un conflit de légitimité, donc d'un affrontement public, symbolique, total. Voilà pourquoi 1789 est le chameau noir. Parce qu'il installe une question centrale qui revient à chaque grande secousse. Qui parle au nom du peuple? Avec quel mandat? Et dans quel cadre? Et à partir de là, la trajectoire française entre dans un rythme européen rare. Des moments de refondation. Des moments de stabilisation. Puis, à nouveau, des moments où le cadre craque et où l'idée même du régime devient un enjeu. On peut raconter 2 siècles de politique française comme une alternance de 2 moments. Des moments où l'on accepte un pouvoir plus vertical pour éviter l'effondrement. Et des moments où l'on réactive la contestation pour éviter que ce pouvoir ne devienne une domination. Premier grand mouvement. La Révolution ouvre un laboratoire. On essaie des formes. On change des règles. On teste la représentation, puis on la juge trop fragile. Et quand l'urgence monte, on bascule vers l'exécutif fort. C'est là qu'arrive la figure du pouvoir qui fait tenir. Le consulat, puis l'Empire, ne sont pas seulement des épisodes personnels. Ils incarnent une réponse française classique à la crise.
Un État puissant, central, efficace, capable de décider vite. Mais cette solution a un prix. Elle stabilise par le haut. Elle inquiète par le haut. Puis vient un autre réflexe. Après les retours monarchiques et les oscillations du XIXe siècle, la France finit par se fixer plus longtemps sous la Troisième République. Et c'est là un point essentiel. La France peut être stable. Mais souvent, cette stabilité se paie par une mécanique parlementaire lourde, faite de coalitions, de crises ministérielles et de lenteur. La règle du jeu tient. La décision, parfois, peine à suivre. Quand un système donne l'impression de parler beaucoup et d'agir peu, il s'expose à un jugement terrible. Il apparaît faible. Et en France, la faiblesse institutionnelle n'est pas seulement un défaut technique. C'est une menace symbolique. Parce qu'elle réactive la peur du désordre. Ensuite, il y a la grande cassure du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale agit comme un révélateur violent. Quand l'État et le régime cessent de protéger, la question devient existentielle. Qu'est-ce qui est légitime, quand tout s'effondre? Qui incarne la continuité, quand les institutions sont discréditées? Après la guerre, la 4e République tente un retour au parlementarisme. Elle reconstruit. Elle modernise. Mais elle donne aussi l'image d'un régime qui discute sans trancher, surtout quand les crises s'additionnent. Et c'est là que la mécanique française repart. Crise. Sensation de blocage. Montée de la demande d'autorité. Puis bascule institutionnelle. 1958, c'est l'un des actes les plus révélateurs de cette trajectoire unique. On ne change pas seulement de gouvernement. On change d'architecture. On redessine l'équilibre des pouvoirs. On fabrique un exécutif fort, censé tenir face aux tempêtes. La 5e République apporte une stabilité que la France cherchait depuis longtemps. Mais elle apporte aussi un autre type de tension. Si le pouvoir est plus efficace, il devient aussi plus exposé. Parce que tout remonte vers le sommet. Et quand tout remonte vers le sommet, la contestation trouve naturellement sa cible. C'est ici que la France se distingue encore. Dans beaucoup de démocraties, le conflit social reste souvent périphérique au cœur institutionnel. En France, il revient régulièrement au centre. Comme si la rue devenait, par intermittence, une chambre supplémentaire du politique. Pas une institution écrite. Mais une force qui compte dans le calcul du pouvoir. Et ce rythme n'a pas disparu avec le temps. Même dans une France intégrée à l'Europe, avec des partis, des élections, des institutions consolidées, on retrouve cette alternance. Quand la décision semble impossible, on réclame un État qui tranche. Quand l'État tranche trop seul, on réclame un peuple qui reprend la parole. Voilà le fil rouge. Ce n'est pas une histoire d'instabilité permanente. C'est une histoire de seuil. Tant que la confiance tient, les institutions tiennent. Mais quand la confiance casse, la crise devient vite une crise de cadre. Et c'est là, précisément, que la trajectoire française devient unique en Europe. Cette trajectoire produit d'abord un avantage évident. La France a une capacité rare à refonder rapidement son cadre politique quand il devient illisible. Quand un régime n'arrive plus à faire croire qui le représente, la France a, dans son histoire, la mémoire du basculement. Elle sait que les règles ne sont pas sacrées. Elles sont modifiables. Et cette idée donne une énergie particulière au débat public. Deuxième conséquence. La politique française est souvent plus principielle que procédurale. On ne se dispute pas seulement sur une mesure. On se dispute sur ce que la mesure dit de la République. Sur ce qu'elle dit du peuple. Sur ce qu'elle dit de la justice. Cela crée des discours plus grands, plus nets, plus dramatiques. Et parfois, plus polarisants. Troisième conséquence. La centralisation rend l'action possible, mais elle rend aussi la colère plus concentrée. Quand l'État est partout, il est aussi partout responsable. Une réforme devient vite un symbole national. Un conflit local se transforme en affrontement sur l'idée même du pays. Et le centre, parce qu'il décide, devient aussi le point de fixation des frustrations. Quatrième conséquence. La contestation, en France, n'est pas seulement un bruit de fond. Elle est un mécanisme de rappel. Elle sert à dire « Attention, vous êtes en train de perdre le lien ». Elle peut corriger. Elle peut bloquer. Elle peut forcer à renégocier.
Mais elle peut aussi rendre le pays difficile à gouverner, parce qu'elle devient parfois une seconde scène de légitimité, concurrente des urnes. C'est là qu'on touche la limite principale. Cette trajectoire est puissante, mais coûteuse. Elle produit de la créativité institutionnelle, mais elle produit aussi une fatigue chronique. Une fatigue du conflit. Une fatigue des crises à répétition. Une impression que rien n'est jamais définitivement stabilisé, même quand les institutions existent. Et c'est ici qu'il faut être précis sur le mot unique. Unique ne veut pas dire supérieur. Unique ne veut pas dire condamné. Unique veut dire structuré autrement. La France a construit une forme de démocratie où l'État doit être fort pour tenir, mais où il est régulièrement contesté pour rester légitime. Et cette tension, au lieu d'être une anomalie, est devenue une partie du système. La question n'est donc pas pourquoi la France est comme ça. La question est qu'est-ce que cette mécanique produit. Elle produit un État qui peut agir vite. Mais qui est sans cesse obligé de prouver qu'il n'a pas confisqué le peuple. Elle produit un peuple qui se sent fondamentalement souverain. Mais qui hésite entre deux formes d'expression. Le vote. Et l'irruption. C'est peut-être là la phrase la plus importante de la vidéo. La trajectoire politique française est unique en Europe parce qu'elle oscille moins entre gauche et droite qu'entre deux peurs profondes. La peur du désordre. Et la peur de la domination. Alors, pourquoi la trajectoire politique française est-elle unique en Europe? Parce qu'elle ne se résume pas à une chronologie de régime. Elle ressemble à une mécanique. Une mécanique faite de trois forces qui se heurtent et se relancent. Première force. La France veut l'unité. Un centre. Un cadre commun. Un État capable de tenir la nation quand tout tremble. Deuxième force. La France sacralise la souveraineté populaire. Le pouvoir n'est jamais totalement installé. Il est toujours, tôt ou tard, renvoyé à sa source. Le peuple. La nation. Le consentement. Troisième force. La France pense la République comme un universel. Un modèle qui veut faire des citoyens égaux, plutôt que des appartenances reconnues. Une promesse immense. Mais aussi une source de tension permanente, parce que le réel résiste toujours à l'abstraction. Quand ces trois forces s'équilibrent, la France peut être stable. Quand l'une d'elles prend trop de place, le système se met à craquer. Si l'État paraît faible, la peur du désordre remonte. Si l'État paraît trop fort, la peur de la domination remonte. Et si l'universel paraît déconnecté, la question de la représentation remonte. C'est là que le rythme français apparaît. Crise. Blocage. Perte de confiance. Puis, soit une correction politique, soit une refondation du cadre. Et à chaque refondation, la France gagne quelque chose. De l'efficacité. De la clarté. Une promesse de stabilité. Mais elle paie aussi quelque chose. Un soupçon. Une méfiance. Une nouvelle tension qui attend sa prochaine occasion. Voilà pourquoi, en Europe, la France donne parfois l'impression d'être en décalage. Parce qu'elle ne vit pas seulement la politique comme une gestion. Elle la vit comme une scène de légitimité. Un théâtre où l'on rejoue, encore et encore, la question fondatrice. Qui a le droit de parler au nom du peuple? Et avec quelles limites? Et si on doit retenir une seule idée, la voici. La singularité française n'est pas un caractère national. C'est une architecture historique. Une manière d'avoir appris, dans la douleur, qu'un pays peut mourir de désordre. Mais qu'il peut aussi étouffer de trop d'ordre. C'est pour ça que la France avance comme sur une ligne tendue. Toujours en équilibre. Toujours en débat. Toujours à la recherche d'une formule qui tienne sans écraser. Qui décide sans confisquer. Qui rassemble sans effacer. Si cette vidéo t'a aidé à voir la mécanique plutôt que les clichés, dis-moi en commentaire. Selon toi, aujourd'hui, la France a besoin de plus d'autorité, ou de plus de contre-pouvoir? Et quel autre paradoxe français tu veux qu'on démonte ensemble dans un prochain épisode de Chroniques de France?